même si la chute d'FTX est désastreuse, elle ouvre, je pense, une opportunité très intéressante. Si on regarde ici ce graphique qui représente le nombre d'adresses avec plus de 1 Bitcoin sur la blockchain, eh bien on voit qu'il y a une augmentation hallucinante. Et on peut voir cette augmentation aussi sur le nombre d'adresses qui a plus de 10 000 Bitcoin. Alors ça va être quelque chose de très important et je pense que ça peut ouvrir des opportunités. C'est justement ce que nous allons voir ici. Alors, sans rentrer dans les détails, je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé. FTX, en gros, ils ont fait faillite et en fait, on s'est rendu compte que la gestion derrière était complètement catastrophique. Donc, le CEO qu'ils ont mis, c'est quand même le mec qui s'est occupé de l'affaire d'Enron pour essayer de voir ce qui s'était passé. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un cas comme ça et que c'était une des pires choses de sa carrière. Et là où ça va encore plus loin, c'est que une interview chez Vox avec SBF, donc Sam Bankman-Fried, on se rend compte que c'était sans doute complètement un menteur et qu'il en avait rien à foutre de tout ce qu'il disait sur OK, je vais donner tout mon argent, machin, je suis un grand gentil. Et il disait oui, c'était juste de la press release, c'était juste en gros pour faire bien, c'était juste pour faire bonne figure. Et PR, eh bien, c'est ça. Et du coup, après, ça va dedans. Donc, en gros, surtout le chat, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, j'ai joué au woke. J'ai fait semblant d'être woke. Comme ça, tout le monde dit que t'es gentil. Et puis, voilà. Donc, il était vegan. Il était vegan, mais en surpoids. Et un vegan en surpoids, je pense que là, déjà, j'aurais dû avoir des alertes qui seraient allumées pour moi. Parce que, oui, j'ai perdu de l'argent sur FTX, autant le dire directement. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait chier. Et il y a une perte de confiance, en fait. Il y a une perte de confiance parce qu'on se disait, mais attends, mais tout le monde disait que c'était un exchange fabuleux. C'était le deuxième plus gros exchange. Le mec, il était dans les interviews de The Times, machin et autres. Et personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait vraiment derrière. Parce que qu'est-ce qui se passait derrière ? C'est que SBF, donc Sam Bankman-Fried, son nom est horrible à prononcer, il était CEO de FTX, mais il était aussi CEO de Alameda, qui est une entreprise, enfin plutôt qui est un fonds d'investissement en crypto. Et il était CEO de quelques autres entreprises là-dessus. Et si vous voulez, le truc c'est qu'il n'y avait pas de board of directors, il n'y avait pas du tout d'autres dirigeants, c'était que lui. C'était que lui. Et en fait, normalement, il devrait y avoir un mur entre chaque entreprise, pour pas qu'il y ait des ententes et autres. Mais non, en fait, c'était pas du tout ça. Du coup, lui, il utilisait l'argent d'FTX pour financer son fonds d'investissement et il utilisait du coup les fonds des personnes et puis des fois, c'était pour financer ses propres trucs. Et là, on rentre même dans quelque chose qui va être encore plus sale où on peut voir qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent. Bon, dire l'exchange était aux Bahamas, on va voir ce que ça va donner. Et là où ça apporte en fait quelque chose d'important pour les cryptos, c'est qu'il y a eu un exode des exchanges. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un exode ? C'est-à-dire que les personnes ont retiré leur argent des exchanges, un maximum leur Bitcoin. Et on voit que la balance sur FTX, elle est assez hallucinante puisqu'ils auraient que 7,15 Bitcoin. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? C'est quoi ce bordel ? Alors, combien ils avaient dessus ? On ne sait pas. Et combien on va récupérer ? On ne sait pas non plus. Certains disent que c'est optimiste si pour chaque dollar investi chez FTX, on récupère 30 centimes. Ça serait déjà optimiste. Et d'ailleurs, justement, ça nous rappelle un cas qui était arrivé il y a maintenant un peu plus de 5 ans, il me semble, 5-6 ans. C'était le cas de Mt. Gox. Même c'est plus que ça, c'était 2014. Donc Mt. Gox, c'était à l'époque le plus gros exchange en crypto-monnaie et en Bitcoin surtout, puisqu'il n'y avait pas 15 000 altcoins comme aujourd'hui. Et ils ont fait faillite. Il y avait une mauvaise gestion derrière et ils ont fait faillite. Et ce qui fait que les personnes n'ont pas pu récupérer leur Bitcoin avant hyper longtemps et ne pas tout récupérer. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on retire quelque chose du marché ? Quand l'offre diminue ? Même si la demande en ce moment, elle ne va pas augmenter. Mais si l'offre diminue, eh bien on peut avoir quelque chose qui va être intéressant. Parce que ce qui se passe, justement, c'est que beaucoup de personnes se sont mis à mettre leur crypto sur ça. Donc ça, c'est un Ledger Wallet, par exemple. Il y en a plusieurs. Il y a Trezor, il y a plein d'autres marques. Je vous mettrai les liens en dessous si vous en voulez un. Et ce qui se passe, c'est que quand tu mets ton argent dessus, quand tu mets tes bitcoins là-dessus, tu vas pas les vendre rapidement. Pourquoi ? Parce que tu peux pas être comme un singe en train d'acheter et vendre sur ton téléphone. Donc, comme il va falloir être chez soi, à son bureau, rebrancher le truc, mettre le petit code, envoyer, vérifier les bonnes adresses et compagnie, il y a beaucoup de friction. Donc, en général, quand un Bitcoin sort d'un exchange et va sur un Ledger Wallet, il va être stocké pendant un moment. Et c'est peut-être une bonne chose, ça va peut-être réduire la volatilité parce que on n'est pas certain de ce qui va se passer et il y a beaucoup d'autres événements négatifs qui vont arriver. Par exemple, Sequoia Capital qui disent que eux, ils ont perdu 214 millions dans l'affaire FTX. On a le fonds Temasek, c'est 275 millions et les répercussions, les dominos, ça va aller encore plus vite. C'est BlockFi par exemple. BlockFi, c'est
c'est quoi? Si tu déposes des crypto-monnaies, on te versait des intérêts. Le truc, c'est que la plupart de ces entreprises, en fait, ce qui se passait, c'est que, eh bien, l'argent était emprunté pour faire quoi? Pour acheter d'autres crypto-monnaies, parce que personne ne va déposer 10 bitcoins pour acheter une baraque. C'est pas ce qui se passait. Et du coup, quand on est dans un autre sens, donc dans un marché qui est baissier, eh bien tout ça, ça ne fonctionne plus bien. Donc là, BlockFi va sans doute tomber. On n'est pas sûr encore. Ils avaient déjà eu un problème avec Luna qui était tombé. On va voir ce que ça va donner. Et les dégâts collatéraux vont plus loin, puisque même CoinHouse, qui est certifié PSAN, AMF et compagnie, ils ont bloqué les retraits à leur livret, qui permettait d'avoir 6% de rendement annuel. Honnêtement, je pense que, et j'espère que CoinHouse va pouvoir survivre, parce que c'est une entreprise française et qu'elle a le mérite d'avoir été là au début. Le truc, c'est que après, les personnes qui ont investi sur un livret pour du 6%, le risque qu'offrent les cryptos par rapport à du 6% par an, je trouve pas ça génial perso d'un point de vue investissement. Et on a bien sûr crypto.com qui essaye de démentir à chaque fois toutes les rumeurs parce que tout le monde se met à retirer leur argent de crypto.com. Et le dernier de la bataille, c'est Solana qui était un des plus gros investissements de FTX et de Alameda qui a perdu 70% de sa TVL. Donc en fait, ce qui se passe, ça veut dire qu'on peut très difficilement interagir avec ce réseau-là et ça peut faire un petit effet domino là-dessus. Et là où par contre, justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a des gagnants. Il y a des gagnants et vous pouvez aussi, j'ai dû utiliser vous et tu ici, il y a des gagnants. Par exemple, Ledger, je le disais tout à l'heure, ils ont eu leur meilleure journée de vente. Donc je vois bien Ledger qui était là. Robert, tu viens du pôle marketing, le Black Friday, t'arrêtes tout, c'est bon, on a tout vendu le stock. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. En fait, c'est notre faute. C'est notre faute en tant qu'humain de ce qui s'est passé avec FTX et compagnie. Pourquoi c'est notre faute? Parce que on veut toujours un petit peu plus de facilité. Et cette facilité-là, on la paye à un prix. On le paye avec soit notre vie privée, nos données privées. On le paye aussi avec moins de sécurité. Enfin bref, on le paye avec toutes ces choses-là. Et ce qu'on a pu voir dans le dernier bull market, c'est que tout le monde laissait son argent sur les exchanges. Les exchanges avaient des assurances, les exchanges étaient sûrs. Enfin bref, on était passé sur quelque chose, c'est bon, on peut être tranquille. Et là, on paye la douloureuse, on paye la note maintenant, aujourd'hui, parce que on a été feignant, parce que on n'a pas voulu acheter un truc à 100 balles, envoyer nos fonds dessus et ne pas pouvoir jouer à faire du trading. Et c'est cette façon-là qu'on paye la chute de FTX et d'avoir fait confiance. Parce que depuis le début sur les crypto-monnaies, on dit toujours, si c'est pas tes clés, c'est pas tes cryptos. C'est pareil, j'ai toujours dit, ne gardez pas des grosses sommes sur les exchanges. En général, on veut avoir 80 à 90% qui est stocké hors ligne. On peut mettre sur les exchanges que pendant les bull markets pour aller sur les petites altcoins. C'est là que ça devient intéressant. Et maintenant, quand on regarde justement la balance sur les exchanges globalement, on voit qu'il y a une chute. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, si on a une chute de l'offre, ça va apporter quelque chose d'autre. Mais il y a un autre grand point qui va être sur les cryptos qui va être important, je pense, et qu'on oublie. Ça va être surtout ce qui est la finance décentralisée. Puisque tous les exchanges centralisés, les gens vont perdre confiance. Les gens ont déjà peut-être perdu confiance. Peut-être que les gens sont déjà même en train de mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fera très plaisir. Et ce qu'on voit, c'est que, on a eu autre chose. Alors ici, nous avons le patron un des inventeurs du protocole Uniswap, qui est un exchange décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation derrière qui décide de tout. Il n'y a pas un SBF qui dit moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Non, c'est basé sur du code, c'est-à-dire que c'est un programme qui est en ligne, que tout le monde peut réutiliser, que tout le monde peut même modifier s'il le souhaite pour faire sa propre version. Et là, ils sont passés comme un des plus gros exchanges, puisqu'ils ont eu plus de transferts, plus d'exchanges que Coinbase. Donc 1,1 milliard, ce qui est juste dingue, le volume de ce qui s'est passé. Donc les DEX, c'est ce qu'on appelle les exchanges décentralisés contre les SEX, ce qui est les exchanges centralisés. Du coup, c'est pour ça qu'il y a le C et il y a le D. Et là, je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant. Alors, ceci dit, je tiens à préciser que la finance décentralisée, elle demande un petit peu plus de connaissances pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que, encore une fois, tu ne peux pas être comme un singe sur ton application en train de faire acheter, vendre, acheter une crypto qui a qui a pas un singe, qui a un chien dessus. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Il y a une petite barrière à l'entrée. Mais en revanche, ce que ça te permet de t'offrir, c'est juste dingue. C'est-à-dire que là, sur les exchanges décentralisés, la finance décentralisée, je pense que c'est sans doute une des meilleures choses qui pouvaient leur arriver, puisque les personnes vont se dire, je vais préférer passer par ça,
puisque je peux échanger directement depuis mon ledger via Uniswap. Par exemple, si j'avais un token, je ne sais pas moi, n'importe quel token Ethereum sur mon ledger, je peux l'échanger contre un autre token, contre des USDC pareil sur Uniswap et le recevoir directement sur mon ledger. Donc sur toutes les opérations, je reste complètement maître de mes cryptos et je reste en dehors des exchanges centralisés où j'ai dû faire des vérifications d'identité et compagnie. Du coup, on a plus de vie privée et on a plus de liberté et on a plus de sécurité. Ça vient avec un inconvénient, c'est que l'utilisation est un tout petit peu plus compliqué. En tout cas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, investir comme on investissait hier, ça va être complètement différent. Les quelques années qu'on a connues sur les cryptos et même les plusieurs années sur je pense sur les actions vont complètement être modifiées. Il va y avoir énormément d'opportunités puisque énormément de personnes vont avoir peur et vont agir totalement différemment. Et ce qui était fait hier ne fonctionnera plus aujourd'hui puisque situation exceptionnelle nécessite une action exceptionnelle ou plutôt une stratégie exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'en parlais dans une précédente vidéo justement où sur la crise énergétique, ça a ouvert des opportunités pour certains investissements. Je les ai analysés. Tu pourras regarder cette vidéo. En tout cas, dis-moi ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas investir dans les cryptos ou est-ce que tu vas attendre un petit peu? Et dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, c'était Antoine de Rousseau Les Bons Tuyaux. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner. Moi, c'était un plaisir et je te retrouve tout de suite dans cette vidéo où tu vas voir il y a un investissement qui est vraiment intéressant sur la crise énergétique et dont on ne parle pas. Et quand on regarde vraiment de façon scientifique, on essaye de nous en mettre une autre encore. À toi de voir. Allez, ciao!